J'ai appris le Magnificat par cœur. Comme ça me permet de le chanter tous les jours, de préférence en basque, mais des fois en français aussi. J'ai appris l'Angelus par cœur. Donc quand j'entends la cloche de l'Angelus sonner à midi, je dis l'Angelus. Bon, des fois, je dis une prière beaucoup plus courte. Je dis merci Seigneur pour le mystère de l'incarnation, voilà tout simplement. Bonjour à tous, bienvenue sur Baguette et Musette dans ce nouveau Terre de nos Pères, l'émission de l'enracinement, où nous essayerons aujourd'hui de vous dresser un portrait du Pays Basque. Le Pays Basque français se partage le département des Pyrénées-Atlantiques avec le Béarn. Néanmoins, c'est une entité culturelle qui va bien au-delà du département français, puisque, en effet, plus au sud en Espagne, le Pays Basque espagnol se compose de 4 autres provinces qui, regroupées avec le côté nord en France, forment le Pays Basque tout entier. Le Pays Basque n'est pas qu'à cheval sur 2 pays, ce particularisme culturel ne le suffirait pas, il a fallu qu'il soit un territoire où se rencontrent monts et marais. En effet, les paysages montagneux et maritimes, parfois les deux à la fois, nous offrent une magnifique pluralité de panoramas. La côte basque, après les vastes plages des Landes, devient très escarpée et découpée à partir de Biarritz. Elle nous présente une succession de falaises jusqu'à Hendaye, allant jusqu'à 50 mètres de hauteur. La montagne basque, quant à elle, est constituée de la partie occidentale des Pyrénées, au sommet moins abrupt. Le point culminant du Pays basque est le pic d'Ori-en-Soule, culminant à 2017 mètres. En règle générale, les sommets les plus hauts se situent à l'est de la région vers le Béarn, et au sud, le long de la frontière espagnole. Le Pays basque du côté sud de la frontière se partage entre des territoires côtiers très prisés par les touristes hispaniques et français, avec ses très belles stations balnéaires et des kilomètres de plage à perte de vue, et quelques villes modernes et animées comme Bilbao et Saint-Sébastien. Il existe encore néanmoins un arrière-pays avec des territoires intérieurs plus enclavés, qui se préservent tant bien que mal du tourisme de masse, qui bien que rentable économiquement, dénature les cultures en les calibrant à leur guise, comme un industriel aime à calibrer les fruits et les légumes pour les faire répondre à des critères commerciaux. Le climat du Pays basque, côté nord en France, est tempéré et doux. Il est notamment influencé par le Gulf Stream, ce courant maritime qui permet d'y maintenir, avec la protection naturelle de la barrière pyrénéenne, une température moyenne et annuelle aux alentours de 13 degrés. Les automnes et les hivers sont doux et agréables, le printemps plutôt doux, mais pluvieux, et l'été sans excès de température. Vous n'auriez jamais en revanche un paysage si verdoyant sans des pluies régulières, mais c'est le prix à payer. Dans le sud de la région, dans la partie espagnole, on aura tendance au contraire à trouver un écosystème de type désertique. La région des Bardenas Reales, par exemple, a des hivers frais et des étés très chauds. Il y fait globalement sec toute l'année. Outre la géographie et les paysages, pour ce qui est de l'histoire du Pays basque, on pense que les peuples celtes ont eu une influence considérable sur la naissance de la culture basque. Peut-être également une partie du langage et le travail de différents matériaux employés à cette époque. En nous promenant dans la région, dans la partie sud du Pays basque, dans les montagnes plus reculées, on trouve des sites avec des alignements de menhirs et de dolmens, caractéristiques de cette influence celte importante et de l'ancienne culture basque. Les Romains vont, comme partout en France, dresser le squelette civilisationnel du pays en construisant les premiers ports et les premiers vignobles de la région. Durant une longue période, les Vascons, l'ethnie basque la plus nombreuse, se réfugient dans les montagnes. Ils en redescendront à la chute de l'Empire romain pour piller les villes. C'est lors de cette chute que le christianisme pénètre peu à peu le Pays basque avec l'invasion des Goths. La région est alors sous tutelle de l'évêque de Toulouse, Saint Saturnin. Ce seront cette fois-ci les fêtes populaires basques qui naîtront de cette conversion au catholicisme. Cette conversion progressive n'empêcha pas les guerres intestines et les rapines entre chrétiens, dont la plus connue, la bataille de Roncevaux en 778, où l'arrière-garde de l'armée du roi des Francs, Charles Ier, futur Charlemagne, se fit attaquer alors qu'elle revenait d'une campagne contre les Sarrasins et l'émir de Cordoue. Cette arrière-garde, ralentie par les bagages et le butin pris lors du pillage de Pampelune, tombe dans une embuscade, non pas des Sarrasins comme le dit la célèbre chanson de Roland, mais des Vascons. Il ne resta alors de cette attaque pas un seul survivant. On raconte qu'avant sa mort, le comte de la Marche de Bretagne, Roland,
Le neveu du roi, qui pressentit un grand péril, sonna du corps le plus fort possible afin d'alerter son oncle, alors à la tête de l'armée loin devant. Cependant, lorsque Charles Ier arrive sur les lieux, son neveu est mort, ainsi que toute l'arrière-garde de la troupe. Roland deviendra alors un modèle pour toute la chevalerie française, et son corps résonna longtemps dans l'histoire. Tâcherons d'en entretenir les échos. Outre cet événement au Pays Basque, le Moyen-Âge sera très particulier. Basculant d'une domination à une autre, on verra apparaître des structures politiques espagnoles, comme celle des fueros, qui confèrent une autonomie politique et administrative très en avance sur l'époque. La Révolution et l'abolition des privilèges signent la fin du système des fueros. C'est à partir de ce moment que le sentiment d'autonomie va s'affirmer. En effet, la traduction de l'ensemble des textes officiels de la République en français est rejetée par un bon nombre de Basques qui demandent en haut lieu qu'ils soient publiés en langue basque pour être compris de l'ensemble de la population. Tout est alors prêt pour le développement du nationalisme basque de part et d'autre de la frontière. Seule réponse et élément fédérateur aux fractures de cette société à cheval entre deux pays. La répression contre les particularismes locaux dans le Pays basque, notamment au cours du XXe siècle, amèneront des crispations qui feront naître des groupuscules armés, particulièrement en Espagne où la langue fut longtemps interdite. Mais la France ne fut pas exemptée de quelques exactions de son côté. Puisqu'il est question de particularisme, abordons rapidement la langue basque, aussi appelée euskara, qui est une composante essentielle, si ce n'est la composante majeure de l'identité basque. Elle est la seule d'Europe dont on ne peut déterminer l'affiliation. Issue de 7 dialectes différents, elle compterait en France environ 60 000 locuteurs, contre 730 000 en Espagne. On suppose que la langue basque est antérieure à la langue indo-européenne, dont sont issus le français et l'espagnol. Le basque ne comprend vraiment que peu de termes communs avec ses langues voisines. À présent, abordons d'autres thématiques. Qu'en est-il de l'architecture dans ce territoire au caractère bien trempé ? Comme peut l'être la langue, l'architecture et la maison du Pays basque sont reconnaissables entre toutes. On appelle les maisons basques les etchés. La maison basque est à l'image de ses occupants, fière et robuste. Elle est construite en mêlant le bois et la pierre. Les fermes de bois sont d'abord installées par les charpentiers, avant que n'entrent en jeu les maçons et les tailleurs de pierre. Le résultat donne des façades de béton ou de pierre passées à la chaux ou au crépi sur lesquelles viennent s'entremêler d'épaisses poutres en chêne. Les couleurs flamboyantes de la maison typique basque sont le rouge et le blanc. On pourrait même parler d'un rouge sang, car à l'époque les boiseries, fenêtres, volets, portes et charpentes étaient passées au sang de bœuf afin de préserver l'habitat de l'attaque des rongeurs et pour le préserver du pourrissement. La couleur est restée encore aujourd'hui pour lui donner ce profil si reconnaissable. Qu'en est-il de l'architecture exceptionnelle une fois mise à part la maison commune ? On peut vous parler de quelques particularités comme les églises à tribunes basques qu'on retrouve en particulier dans la région basque du Labourd ou de la Basse-Navarre. Les tribunes ou galeries sont des sortes de balcons intérieurs, le plus souvent en bois, qui tapissent les murs des églises basques entourant le chœur et l'autel. Elles servent à séparer strictement les hommes des femmes lors des célébrations religieuses, avec les hommes à l'étage et les femmes en bas au centre dans la nef. Pourquoi cette séparation ? Avant qu'on hurle au sexisme comme on pourrait le faire de nos jours, non sans dissonance cognitive bien évidemment, cherchons-en la raison historique. Nos néo-féministes, dans leur hystérie bornée, diront que l'on faisait cela pour placer les hommes au-dessus des femmes, mais de toute manière, si les femmes avaient été à l'étage et les hommes en dessous, on aurait trouvé d'autres raisons. On aurait dit que c'était pour que les hommes s'épargnent la peine de monter les marches, par exemple, ou alors pour éloigner les femmes de l'autel, ou encore pour que les hommes regardent sous les jupons des femmes, donc on ne va pas prendre en compte leur discours sans fond et bien souvent dissonant. Il existe en réalité plusieurs raisons à cela. On explique par exemple que les hommes étaient placés à l'étage pour faciliter les chants de chœur à voix d'hommes, ou encore une autre anecdote historique explique que les femmes, ayant le monopole et le privilège des rites funéraires basques, faisaient brûler de la cire sur les tombes lorsque les tombes pavaient encore le sol des églises durant l'office. Avec le manque de place, les tombes seront finalement placées dans les enclos paroissiaux, mais la tradition perdurera. De manière beaucoup plus pragmatique, les galeries étaient surtout là à l'origine, car c'était un immense gain de place. Pour ce qui est des églises remarquables, nous pouvons en évoquer une bonne douzaine aujourd'hui, remarquées pour leur beauté.
comme par exemple Saint-Étienne-à-Espelette ou l'église de Saint-Pé-sur-Nivelle. Outre la beauté de ces lieux d'adoration, nous ne résisterons pas à vous parler de quelques monuments, comme le château d'Abadia construit au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc et Edmond Dutoit, dans un style néogothique inédit pour l'homme de science Antoine d'Abadie d'Arrast, qui en a fait un véritable observatoire et laboratoire. L'homme de science restait un bon catholique et il ne manqua pas d'ériger une superbe chapelle à côté du château. La demeure sera léguée peu de temps avant sa mort à l'Académie des sciences. Parlons à présent d'un édifice un peu plus martial. À Saint-Jean-Pied-de-Port, à l'emplacement de l'ancien château médiéval, une citadelle se dresse fièrement au sommet de la colline de Mandiguren. Dominant la ville et la Nive de près de 80 mètres, elle fut construite vers 1525, puis améliorée durant la décennie 1640. Elle est un exemple rare de ce qui se faisait en termes de fortification par les ingénieurs précurseurs de Vauban. Ce dernier ne manquera pas d'ailleurs de l'améliorer par la suite, comme beaucoup d'autres édifices en terre de France. Sans réelle transition à présent, nous allons vous parler de la gastronomie du Pays Basque, car il n'y a pas d'heure pour parler de boustify en France. Nous aurions d'ailleurs la réputation d'être un des seuls peuples à être capable de parler de repas à venir, tout en étant à table. Au Pays Basque, les produits de la mer tiennent une place de choix. On peut citer les crustacés, anchois, dorades, thon et les fameux chipirons, qui sont des petits calamars. La charcuterie est elle aussi une véritable institution avec de nombreuses spécialités locales. Du saucisson à la saucisse sèche en passant par le boudin, le pâté, la ventrèche, bien souvent pimenté. Voici donc, comme à notre habitude, un repas exclusivement basque. Débutons avec les fameuses tartines basques, petites tranches de pain sur lesquelles sont apposées de petites tranches de jambon fumé. Un peu d'ail, de piment d'Espelette, de poivron et d'huile d'olive compléteront ce doux mariage entre le pain et la charcuterie. Petit aparté sur le piment d'Espelette. C'est une plante originaire d'Amérique du Sud qui a été introduite au Pays Basque au XVIe siècle par les explorateurs qui rapportaient dans leur bagage des plantes jusqu'alors inconnues en Europe. Le piment, bien adapté au climat local, s'est répandu dans la plupart des fermes du Pays Basque. Il était utilisé par les femmes comme assaisonnement, comme colorant ou pour la conservation des viandes et du jambon à une époque où les autres épices se vendaient au prix fort. Le séchage naturel qui favorise la maturation du piment d'Espelette s'effectue sur des clayettes, mais aussi sur les façades des maisons. Vous pouvez d'ailleurs admirer à partir du mois de septembre les guirlandes de piment rouge sang qui envahissent les façades et les balcons du village d'Espelette. Nous vous proposons à présent pour le plat de résistance l'otioro, une soupe de poisson traditionnelle. On y trouve, selon les opportunités du moment, du merlu, du congre, de la lotte, de la rascasse, des crustacés et des coquillages. À l'origine, ce ragoût de poisson était préparé à même le bateau par les pêcheurs avec le rebut du filet. On la préparait alors avec de l'eau de cuisson de morue, qu'on enrichissait de poissons invendus, d'aromates et de pommes de terre crues et râpées pour lui donner de la consistance. Au fil du temps, la recette a évolué et s'est codifiée jusqu'à devenir institutionnelle. C'est donc un plat populaire qui est devenu un plat assez riche. Une autre recette assez proche est le marmitaco, un ragoût à base de thon qui se préparait également en mer dans une marmite couverte où le poisson mijotait. Avant de passer au sucré, nous vous proposons une pause fromage avec l'incontournable ardigasna, qui signifie d'ailleurs en basque le fromage de brebis. Afin de rincer votre palais et de poursuivre la dégustation, voici à présent un verre de sagarno, littéralement vin de pomme. La fabrication de cidre est très ancienne dans le golfe de Gascogne, comme en témoigne Strabon au 1er siècle. Le géographe grec décrit l'abondance des pommiers et des poiriers en Gaule et mentionne qu'il se consomme au Pays Basque le phitara. Cette boisson est obtenue grâce à des morceaux de pommes que l'on met dans de l'eau bouillante avec un ajout de miel. On raconte que le cidre aurait été adopté par les Normands au VIe siècle par l'intermédiaire des marins du Pays Basque qui leur firent découvrir. Pour terminer le repas, comment ne pas vous proposer le traditionnel gâteau basque? Il est élaboré à partir d'une pâte sablée aux amandes, et les premières traces de l'ancêtre du gâteau basque remonteraient à 1830. On doit sa recette à une pâtissière de Cambo-les-Bains qui vendait ses gâteaux sur la place du marché à Bayonne. Rapidement, ils connaissent un grand succès, à tel point qu'on la surnomme
la basquaise au gâteau. À l'origine, ce gâteau sec se déguste en famille, traditionnellement après la messe du dimanche. Depuis, les Basques le consomment en toute occasion, petit déjeuner, dessert ou goûter. Tous les ans, le gâteau basque est à l'honneur lors de la fête du gâteau basque à Cambo-les-Bains. Cela tombe bien que nous vous parlions de fêtes car nous allions justement les aborder. Mais pour que vous ayez plus en tête les couleurs qui s'entremêlent lors de ces festivités, nous tâcherons d'évoquer les costumes traditionnels de la région en amont. Le costume traditionnel est assez simple, mais il se démarque par son uniformité et par sa popularité. Il existe bien sûr quelques différences entre les différents villages, mais elles restent minimes et le temps nous manque pour les décrire. Les hommes portent un pantalon et une chemise blanche largement ceinturée de rouge. On peut éventuellement y ajouter un petit gilet, souvent noir, parfois rouge ou vert, les couleurs du drapeau du Pays basque. L'espadrille locale est de rigueur, mais plus encore, le traditionnel béret rouge ou noir. Même couleur pour les femmes, qui portent un jupon rouge sur des bas blancs, une chemise blanche et un petit gilet noir, et un foulard blanc. Quand elles portent les espadrilles, celles-ci sont souvent dotées de longs lacets que l'on enroule autour de la cheville. Et lors des fêtes basques, on revêt sa tenue blanche et rouge. C'est une tradition qui est alors très suivie. Les vêtements traditionnels régionaux ont une place toute particulière dans le cœur des locaux. Si les costumes traditionnels d'hommes n'étaient pas toujours conservés dans les familles, les costumes féminins, eux, étaient en partie, du moins, transmis de génération en génération à l'aîné de la famille. Parfois au même titre qu'une bague de fiançailles de grand-mère, c'est pour vous dire. Il faut cependant savoir que toutes les familles ne possédaient pas de costumes traditionnels. En posséder montrait une place importante dans la société culturelle des villages. En effet, ce ne sont que les danseurs qui en possédaient, et la danse dans les vallées basques était réservée à quelques élus. Chez les femmes, seules les jeunes filles non mariées avaient le droit de porter le costume pour danser. Certaines le transmettaient alors à leur tour à leurs filles, et le costume était alors reprisé pour convenir à la morphologie de la nouvelle propriétaire du vêtement. Comme vous avez pu le constater, la danse tient une place centrale dans le folklore et est une partie très importante de la culture basque. Chaque territoire historique ou province a ses particularités. Si l'on considère les différentes typologies de la danse, il faut signaler 3 types de figures. Les danses de procession ou de place, où la participation était populaire et spontanée. Les danses des épées, qui étaient des danses plus rituelles servant à mettre en compétition chaque village. Et les danses de fin de festivité qui, comme son nom l'indique, terminaient les cérémonies et fêtes traditionnelles. Dans notre société mondialisée et globalisée par la mode et les cultures étrangères, les forces d'homogénéisation et d'uniformisation sont prépondérantes. Face à cela, l'appropriation des identités locales est un véritable acte patriote. Considérons donc les danses locales comme la représentation animée de ces identités et faisons-les nôtres. La folie du monde nous fascine, mais nous devons revenir sans cesse à nos racines, en quête de distinction dans cet océan d'uniformité. Voyons donc 3 danses qui font partie des plus communes de la région, bien qu'il en existe une multitude. Nous pourrions en parler sur plusieurs vidéos tellement la danse fait partie intégrante de la culture basque. Tout d'abord, le fandango. Le fandango est une danse populaire collective qui provient des provinces basques espagnoles. Très répandu dans tout le Pays basque, le fandango est placé sur un rythme de valse. Les bras sont levés et les doigts claquent pour marquer le rythme. En deuxième danse, voici le muchico. Danse jadis réservée aux jeunes hommes, le muchico est effectué avec les jambes. Le buste reste droit et les bras le long du corps. Cette danse collective se pratique en cercle. Elle est composée de nombreux pas codifiés à effectuer en rythme. Le muchico fait partie des danses appelées les sauts basques qui se dansent en chaîne fermée sous les ordres d'un meneur. Terminons maintenant par le paquito et nous ne vous parlons pas ici de jus de fruits. Tradition du sud-ouest née dans les ferias, le paquito est une pratique festive collective qui consiste à s'asseoir en file indienne et à lever les bras pour transporter un à un, à plat ventre, les premiers de la file jusqu'à l'arrière. C'est une transition toute trouvée pour inclure les jeux et les défis sportifs de la région dans cette petite émission. Nous pouvons par exemple parler de la force basque. Depuis des siècles, les jeunes basques se lancent des défis d'une ferme à l'autre, une tradition qui s'est transformée en compétition, coupe de tronc à la hache, traction de pierre, levée de pierre, tir à la corde, etc. Ces épreuves de force basque donnent lieu à des compétitions sur tout le territoire.
Il existe actuellement 16 disciplines sportives que les autorités basques reconnaissent officiellement comme Deporte Rural Vasco ou Sport Rural Basque. En voici quelques-unes. Il y a par exemple l'escolariac. Il s'agit de couper le plus rapidement possible un nombre de troncs de hêtre donnés disposés horizontalement au sol. Ce sport a son origine non dans la coupe d'arbres, mais dans la coupe de bois de chauffage. Le zalulariac est une course de relais. Elle engage une équipe de 3 coureurs utilisant comme témoin un sac de maïs de 81 kg. Cette épreuve existe aussi en course individuelle. On peut également parler du lever de bottes de paille ou du lasto alchatsea, qui allie force et rapidité. Le concurrent hisse une botte de paille de 45 kg au bout d'une corde, à l'aide d'une poulie et à une hauteur de 8 mètres. Le mouvement se répète le plus grand nombre de fois en 2 minutes. Sans oublier les épreuves de tir à la corde, de scie, de course et bien d'autres. Après avoir joué, comment ne pas célébrer la victoire de son équipe lors de la fête de la région, dont les plus connues sont les fêtes de Bayonne. Les fêtes de Bayonne, qui s'appelaient à l'époque Grande Fête d'été, ont eu lieu pour la première fois en 1932. Elles sont inspirées des fêtes de Pampelune. Elles ne sont interrompues que pendant les années de guerre de 1940 à 1944. C'est une bande d'amis et de bons vivants de la section rugby de l'Aviron bayonnais qui, en fréquentant les fêtes de Pampelune, auront l'idée de créer celle de Bayonne dans le même esprit. La municipalité de l'époque va adopter l'idée et l'agrémenter de quelques activités comme par exemple des concerts, des parties de pelote basque, des courses de vaches dans les rues du Petit Bayonne ou encore des concours de chars décorés. Il s'agit là d'un rendez-vous immanquable. Pour ce qui est de la musique, le Pays basque abrite un peuple de chanteurs. Il n'est pas une réunion familiale qui ne soit ponctuée par des chants traditionnels, en euskara bien sûr, le nom de la langue basque. Une cinquantaine de chorales profanes perpétuent encore aujourd'hui cette longue tradition au Pays basque, mais il suffit d'assister à une grand-messe à Cambo pour se régaler des cantiques chantés en euskara à plusieurs voix, par les femmes dans la nef centrale et les hommes en hauteur dans les galeries typiques des églises du pays. La musique basque est l'une des composantes essentielles de la culture basque. Cependant, l'appellation musique basque est très vaste. Elle peut par exemple inclure, dans cette grande tradition orale, les bertsolaris qui sont une poésie orale spontanée, parfois transmise pendant des générations. C'est sur cette note musicale que se terminera cette ébauche sur la culture basque. Nous espérons que notre voyage en Aquitaine, loin d'être exhaustif, vous aura plu, et nous vous retrouvons très prochainement avec un Terre de nos Pères sur la Bourgogne. En attendant, voici une petite pause musicale pour vous faire patienter. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. Tous ces gens qui décident sans savoir, bien assis derrière leur bureau noir, déconnectés des choses simples de la vie. Ils sont tous chefs et pourtant ils n'ont rien compris. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. Regardez bien ce que nous ont transmis tous nos anciens en nous donnant l'envie de vivre tous ensemble autour d'un feu de bois, partageant simplement l'amour et la joie. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. L'un des Bretons
basque alsacien ou corse, ensemble unis autour de la même force, notre culture, toutes nos fondations se vivent toutes au rythme des 4 saisons. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. On prenait le temps de vivre, on prenait le temps de rire. C'était ça, la liberté. On lègue encore avec ardeur à nos enfants les vraies valeurs. C'est ça, la liberté. Ne toquis pas nos traditions, ne toquis pas notre passion, ne toquis pas nos traditions, nos tarenits, nos bastions, ne toquis pas nos traditions, ne toquis pas nos bastions, ne toquis pas nos traditions, nos tarenits, nos bastions, ne toquis pas nos traditions. C'était Corsac et Isatis pour Baguette et Musette. À très bientôt.